Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau format court et vidéo que vous propose Mediapart sous forme de décryptage d'images par des documentaristes, des analystes, des graphistes ou des artistes. Pour inaugurer ce nouveau format, c'est quelqu'un qui réunit un peu ces 4 fonctions qu'on a décidé d'inviter dans nos studios du Passage Brulon. Bonjour Julien Prévieux. Bonjour Joseph. Vous êtes quand même avant tout artiste, hein, vous êtes le lauréat du prix Marcel Duchamp 2014, même si vous avez publié notamment 2 livres publiés aux éditions Zone, Les lettres de non-motivation et Stat Activisme, comment lutter avec des nombres. En tant que lauréat du prix Marcel Duchamp, le Centre Pompidou vous consacre une exposition qui dure jusqu'au mois de février prochain, dans laquelle on peut notamment voir un film, dont le scénario a d'ailleurs été coécrit par Grégoire Chamaillou, un philosophe que les lecteurs de Mediapart et de la Revue du Crieur commencent à connaître, qui s'appelle Patterns of Life, qui dure une quinzaine de minutes, et dont vous avez choisi un extrait qu'on va décrypter ensemble. It's like looking in a global ocean for an object that may or may not be a fish. It might be anything, and it might be important, but at first, we're not even sure it exists. And whatever it might be, it's constantly moving and interacting with a huge number of other objects. These objects might make up an organized school of fish, or they might not be related at all. But we do know that we need to find the object, identify what it is, and figure out how it relates to all the other objects, whether fish or seafowl. It's like going after the unknown unknowns. Things we didn't know. We used to know what we were looking for, and were therefore looking for things. Now we don't know what we're looking for. And instead of looking for things, we're looking for activities. Activity-based intelligence is the most important analytic methodology the intelligence community must master in order to succeed in the future. Alors, à vous de jouer. Des danseurs, un texte. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que vous avez voulu montrer, Julien Prévieux? Exactement, on a donc une chorégraphie un petit peu étrange et puis un texte en voix off qui vient commenter ces images, ou disons plutôt les compléter, les augmenter. Le film dans son ensemble, en fait, c'est un film effectivement qui dure 15 minutes, qui est réalisé avec 5 danseurs de l'Opéra de Paris. 5 danseurs de l'Opéra de Paris, c'est chic, c'est chic, et ces 5 danseurs vont rejouer une certaine histoire de la capture des mouvements et de la manière dont on a pu faire sens avec cette capture des mouvements. C'est quoi la capture des mouvements? Qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être qu'on peut parler du film dans son ensemble et après revenir à l'extrait. La capture des mouvements, c'est quelque chose qui commence à la fin du 19e avec Sauret, Demény, Marais, qui étudie la manière dont l'homme et les animaux se déplacent. Voilà. Comment les membres se déplacent quand on marche. Qu'est-ce que c'est qu'une marche pathologique? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Est-ce qu'on pourrait étudier la grâce des danseurs grâce à des expériences scientifiques? Tout ça commence à ce moment-là. Donc on est fin 19e et on utilise à cette époque des appareils photo sur pose longue et des ampoules qui sont placées sur les corps. Et l'appareil sur photo pose longue va enregistrer comme ça le tracé lumineux des mouvements. Cette première époque, c'est vraiment comment ça marche, quoi. Mais c'est quoi l'intérêt de décomposer un mouvement? Et l'intérêt de décomposer, c'est effectivement comprendre comment ça marche à cette époque, et puis petit à petit, c'est aussi comment modifier les mouvements et comment les optimiser. Et ça, c'est ce qui se passe début 20e avec un ami de Taylor qui s'appelle Gil Bress, qui étudie le mouvement des ouvriers, comment améliorer le travail finalement, voilà, grâce à ça. C'est le début des motion studies. Et ça, les danseurs de l'opéra vont aussi rejouer cette séquence historique. Donc on le voit, le film, en fait, c'est une sorte de documentaire historique, mais qui serait comme rejoué, un remake joué par des danseurs, quoi. Donc il y a à voir avec de la danse, bien sûr, parce que je parlais de Sauret et de l'étude de la grâce, mais aussi les danseurs, là, danseurs de l'opéra, sont modifiés par quelques 20-25 années d'expérience de danseurs, et sont eux-mêmes comme des corps mis en schéma, conformés, etc. Donc pour moi, c'était important d'avoir ce type de physique, quoi. Si on continue dans le film, on a, je disais, 5-6 chapitres qui parfois s'entremêlent.
et ça permet aussi de comprendre pourquoi on étudie ces mouvements. De Gilbreth, on peut avoir aussi, on passe un petit peu plus tard, dans les années 40, 50, à l'étude du regard. Comment est-ce qu'on regarde les choses, quoi. Et ça, il y a des études d'un certain Alfred Yarbus, notamment, qui regardent comment le cobaye va regarder une image si on lui donne des indications différentes. Par exemple, quelqu'un regarde un tableau, on lui dit « expliquez-moi, peut-être, faites une hypothèse sur ce que tel personnage a pu faire avant d'arriver dans cette scène, ou quel est l'âge des personnages du tableau, etc. » Là, évidemment, le regard est orienté, change, etc. Ce qui fait que ces techniques, qui commencent comme ça par des études scientifiques en psychologie, etc., finalement vont évoluer, et de la détection des mouvements, on arrive à une sorte de contrôle des mouvements, de ciblage et de réorientation des mouvements. Puisque cette histoire de regard, c'est quelque chose qui est utilisé dans le marketing aussi. C'est comment finalement arriver à orienter le regard des consommateurs pour faire en sorte que dans un supermarché ou sur un emballage, le regard soit attiré par telle ou telle zone. Oui, parce que ça, c'est une question qu'on se pose quand on regarde le film, qui est en libre accès sur Internet, pour ceux qui ne pourraient pas aller jusqu'à Beaubourg, je le précise. C'est qui cherche à capturer ces mouvements? Parce que vous avez déjà travaillé notamment sur... en fait, il y a des gestes, il faut le savoir, qui sont brevetés. Par exemple, le geste qu'on fait sur son smartphone avec des concurrences entre Google, enfin entre Apple et Samsung à ce sujet, le fait d'élargir les photos, tout ça, c'est des gestes qui sont quasiment brevetés. Donc, en gros, ces captures, elles sont faites d'abord par des instances, on va dire, étatiques, ou plutôt par des instances commerciales? C'est ça tout le problème, en fait, c'est que ces captures-là, on le voit bien au début, il y a cette dimension, disons, comprendre comment ça fonctionne d'une manière à la fois théorique et voilà, on est dans la recherche fondamentale, on pourrait dire, et puis assez vite, on découle vers une espèce de recherche appliquée qui a des buts commerciaux, et pas que commerciaux, c'est-à-dire que l'extrait qu'on a vu, qui est donc un moment clé de la fin du film, ça, c'est plutôt la dimension militaire de cet enregistrement des mouvements et des déplacements. Puisqu'évidemment, à partir du moment où on étudie les déplacements, ça intéresse pas seulement l'économie, mais aussi la police et l'armée. Et ce qu'on a comme texte ici, c'est un collage entre deux textes qui viennent d'un magazine américain qui s'appelle Pathfinder, qui est le magazine des renseignements de ce qui s'appelle la National Geospatial Agency, renseignements qui étudie l'équivalent de la NSA, mais tout aussi intéressant dans l'idéologie qu'elle met en œuvre. Exactement. Là, disons, l'objet de cette NGA, c'est plutôt d'étudier à partir d'une vue surplombante comment les déplacements, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier. Il y a toute une théorie qu'ils intitulent ça Activity Based Intelligence, qui est, c'est ce que dit le commentaire qu'on a vu. Comment faire avec finalement un ennemi dont on aurait du mal on a du mal à le cerner, à le déterminer. Et finalement, l'activité, les déplacements et son activité en général sont des choses qui, par contraste, pourraient faire sens, quoi. On ne sait pas ce qui est normal, mais quand bien même, on peut, par l'étude de déplacements qui seraient anormaux, entre guillemets, c'est-à-dire surtout différents de la norme, déterminer éventuellement un ennemi potentiel, quoi. Oui, c'est-à-dire que, pour préciser, ce qu'on se rend compte, c'est que non seulement aujourd'hui on ne cherche plus un individu en particulier, on ne cherche même plus une activité en particulier, mais des fois on cherche la manière dont un individu introduit des écarts dans sa propre attitude normale. C'est-à-dire qu'on devient soi-même l'individu anormal de sa normalité, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, Grégoire Chamaillou parle d'une normativité sans norme. C'est-à-dire qu'il y aurait finalement dans cette espèce de projet à la fois complètement fascinant et complètement angoissant, d'essayer de déterminer ce qui est de la normalité sans savoir ce qui est la norme. Là, on a quelque chose d'absolument... C'est en fait ce que j'ai essayé de jouer dans le film. C'est un moment en particulier parce qu'on a cette musique pop qui est assez, disons, attirante. On a comme un jeu comme ça d'une esthétique très à la fois lisse, et puis on sent bien, on a envie d'y croire quelque part, quoi. Mais le but de ce moment-là, dans le film particulier, et je crois que la voix off joue ce rôle-là, c'est aussi de nous provoquer une espèce de réaction de rejet, quoi. Attention, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, quoi. Merci beaucoup, Julien Prévieux, d'être venu. Donc, jusqu'au début février, votre film qui s'inscrit dans une exposition où il n'y a pas que le film est visible au Centre Pompidou. Et en plus, le film est en accès libre sur Internet. Il y aura l'adresse en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup.